Donc on a Monsieur Grégoire qui est déjà là. Je ne sais pas s'il est. Ah bah d'accord. Ah, c'est le problème de champ de vision, c'est chiant ça. Et donc Monsieur Grégoire va se présenter à la fois pour parler du CNR de Clermont-Ferrand ou d'Auvergne. Et juste pour l'information, c'est un parcours que j'ai suivi moi-même, donc je pourrais témoigner s'il y a besoin plus tard. Et je remercie Monsieur Grégoire d'être venu jusqu'à nous en tant que Clermontois. Tout à fait. Ça faisait longtemps, oui. Ouais. Merci pour l'invitation. Donc oui, effectivement, je suis Arnaud Grégoire. Pour ceux qui ne me voient pas, j'ai la cinquantaine passée. Je suis caucasien, de type caucasien, voilà, de taille moyenne, corpulence moyenne. Voilà. Et Clermontois, voilà, d'adoption. Ouais. Nul n'est parfait. Alors, moi, effectivement, je voulais vous parler. Alors, je n'ai pas de présentation. Je vais surtout d'abord vous parler de l'expérience d'un patient, un patient imaginaire, évidemment, passé par le service Auvergne Basse Vision. Et puis, je vous parlerai du coup aussi après un peu plus du service et en quoi ça consiste, mais je voulais partir un peu d'une pastille, voilà, d'une situation plus ou moins vécue, on va dire. Voilà. Alors, il s'agit de Max, voilà, un nom intemporel, tout à fait imaginaire. Max, il a 40 ans, il est atteint d'une rétinite pigmentaire, donc, qui entraîne une déficience visuelle progressive. Il a été licencié pour inaptitude il y a 2 ans. Voilà. Donc, il est sans emploi. Cas fréquent. Voilà. Et quand il s'adresse à nous, bah, il est toujours sans emploi. Et il sort moins de chez lui. Il est, même on peut dire, quelque part un peu reclus. Hein. Chez lui, il se déplace de façon autonome, mais à l'extérieur, impossible. Il a chuté à plusieurs reprises. Et ça lui fait peur en fait, de sortir de chez lui. Alors, il a une canne de détection. Mais en fait, quand on l'accueille sur le service, on se rend compte qu'il ne sait pas du tout s'en servir. Cas fréquent aussi. Et sortir le jour par grand soleil, c'est difficile pour lui. Et puis sortir de nuit, ça l'insécurise. On en a longuement parlé aujourd'hui. Hein, donc évidemment, c'est un paradoxe. Max, il est marié, il est père d'un adolescent. Et voilà, il s'adresse à nous. Alors, il a une déficience visuelle très, très élevée, hein, puisqu'il a moins de 1 pour les 2 yeux, une vision binoculaire de moins de 1 aussi de loin et de près. Voilà. Et puis photophobe, cécité nocturne, donc ça complique ses déplacements et ses activités quotidiennes. Alors voilà ce qu'on a fait. On a fait d'abord ce qui concerne l'orthopsie. Donc il a bénéficié de séances de rééducation orthoptique pour améliorer sa vision fonctionnelle en la rendant un peu plus endurante. Et puis on a fait des essais de loupe électronique et une a été identifiée comme adaptée pour la lecture et l'écriture. Il a eu un examen du champ visuel binoculaire, voilà, bon, rien de particulier. Sur les activités de la vie quotidienne, ce qu'on appelle aussi l'activité dans la vie journalière, hein, dans le milieu de la déficience visuelle, AVJ, vous avez peut-être entendu parler de ça. Max, il a suivi 4 séances de rééducation. Lui, son truc, c'était plutôt de se remettre, de s'équiper d'un assistant vocal. Voilà. Donc, on l'a aidé à en trouver un qui était disponible sur le marché et disponible sur son téléphone. Voilà, donc on fait des tests, on essaie plusieurs versions et puis on tombe sur la bonne. Aujourd'hui, il passe des appels, il envoie des messages, il se repère dans le temps. De ce point de vue-là, tout va mieux. Les déplacements, gros point évidemment pour les personnes atteintes de cette pathologie. Max, il a été formé à l'utilisation de la canne pour sécuriser ses déplacements et anticiper les dangers de son environnement. Donc il a bénéficié de séances de locomotion. Il a appris la technique de canne, le balayage visuel. Et en fin de parcours, il est plus serein, il est détendu même, et il anticipe mieux son environnement surtout, ce qui lui permet de se déplacer en sécurité. À noter qu'il a bénéficié d'une séance de nuit. On en parlait aussi beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, il peut plus facilement se déplacer de nuit. Il a fait une demande de chien guide, et on l'a assisté là-dedans, et cette demande a été acceptée. Sur le domicile, on a également fait quelque chose sur le domicile. Il y a une visite à domicile par 2 collègues. On a regardé notamment les problèmes d'éclairage. Tony en parlait tout à l'heure. C'est évidemment un point essentiel.
Donc une série d'aménagements et d'achats de luminaires lui a été transmise. Et bon, après, nous, ça, on s'en occupe pas, c'est à la charge de la personne de s'en occuper, mais en tout cas, le travail a été fait. On a fait des préconisations pour améliorer le confort visuel chez lui. On a déplacé une table, on a ajouté un éclairage au-dessus d'un plan de travail dans la cuisine. C'est quelqu'un qui aime cuisiner, visiblement. Et puis un lampadaire d'appoint avec un variateur d'intensité. Ce sont des choses parfois assez basiques, mais en tout cas, c'est ce qui lui a permis de repartir. Il a bénéficié aussi de 2 séances de sensibilisation avec sa femme et son fils. Ils ont tous été mis sous les mêmes lunettes de simulation. Voilà. Et l'expérience a été visiblement concluante par rapport à la compréhension que les proches aidants peuvent avoir de la situation. Voilà. Parfois, ce travail-là n'a pas été fait avant l'arrivée sur notre service. Donc on l'initie et on invite après les personnes à renouveler cet exercice le plus souvent possible. Voilà, donc Max, il a pu améliorer son autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, ses déplacements. C'était ça sa demande en fait au départ. On l'a pu l'équiper d'une loupe électronique, d'un assistant vocal, qui sont adaptés à sa condition. Il utilise bien sa canne. Il attendait un chien à la remise, une remise d'un chien à la sortie du service. Il l'a eu depuis. Et Max est même devenu un militant, puisqu'il fait partie d'associations. Et donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, fait partie de ces gens qui donnent un sens aussi à ce qu'ils vivent en termes de maladie, et donc qui transforment cette expérience. Alors, à travers ce cas, vous avez pu entrevoir comment une personne a été accompagnée. Auvergne Basse Vision existe depuis 2011. On n'est pas dans les premiers en France, mais quasiment dans les premiers, hein, puisque nous, on s'est inspiré de l'expérience d'Angers. On n'est pas très nombreux. Aujourd'hui, je crois qu'on est moins de 15 centres de Basse Vision en France. Il ne faut pas, faut pas tout confondre. C'est-à-dire qu'il y a des opticiens qui se proclament centre de Basse Vision. Ce n'est pas la même chose. Nous, on est un établissement de soins de suite et réadaptation, ou soins médicaux de réadaptation. Donc un établissement hospitalier, un hôpital de jour. Voilà. Donc on rentre dans un mécanisme qui n'est pas du tout celui d'un centre de Basse Vision géré par un opticien. Le Auvergne Basse Vision a été créé au sein du centre de rééducation pour déficients visuels, qui se trouve à Clermont également, et qui lui accompagne des enfants depuis plus de 150 ans. Voilà, donc une existence plus longue pour le CRDV, mais le CRDV et Auvergne Basse Vision font partie de la même association. Aujourd'hui, Auvergne Basse Vision accompagne 200 personnes par an. Et le CRDV accompagne à peu près 160 enfants. Voilà. 75% de nos patients à Auvergne Basse Vision ont au moins 60 ans. La DMLA et le glaucome représentent la moitié des publics accompagnés. C'était la cible qu'on avait quand on a créé ce service, parce qu'il y avait un angle mort dans l'accompagnement de la déficience visuelle, dans la région comme sur le territoire national d'ailleurs, c'était la déficience visuelle qui arrive avec l'âge. Donc on a résolu je dirais, ce sujet-là, mais on a quand même aujourd'hui 25% de personnes qui sont dans cette tranche de 20 à 59 ans, et pour lesquelles on a aussi pu mettre en place une série d'accompagnements. La rétinite pigmentaire, aujourd'hui, c'est 5% de nos patients. Donc ça reste une pathologie encore rare. Voilà. Pour faire tout ça, là, au CRDV, Auvergne Basse Vision, c'est une centaine de professionnels donc voilà, qui desservent une population de déficients visuels d'à peu près 450 personnes sur toute l'Auvergne et également les départements environnants. Puisqu'on peut avoir des patients adultes également qui viennent un peu plus loin. Le principe, c'est que on est un service hospitalier, donc il y a une prise en charge par l'assurance maladie de l'ensemble des soins qui sont délivrés. C'est financé aussi par vos complémentaires santé quand vous en avez. Donc normalement, c'est
un parcours qui ne vous coûte normalement pas grand-chose. Et même les transports sont assurés par l'assurance maladie. Et c'est facilité notamment quand les patients sont reconnus en ALD, ce qui est à peu près le cas de 70% des personnes. Ouais, ouais. Non soigné, Ah oui. non soignable, pas de traitement, plus d'ALD. Ok. Voilà. Alors, dans l'histoire aussi des centres de basse vision, il y a des services de basse vision avec hospitalisation complète. Il en existe, à ma connaissance, 2 ou 3 en France. Je pense à Nîmes, je pense à... non, pas Lyon. Nîmes et Paris. L'essentiel de l'offre de services sur le territoire national, ce sont des centres de basse vision en hôpital de jour. Alors, vous en avez à Angers, j'en ai parlé, à Poitiers, à Tours, à Paris. À Paris, il y en a au moins 2. À Lyon, c'est un hôpital de jour aussi, la FIDEV. Saint-Gaudens, dans le sud-ouest. Dijon, Nancy, Nantes. Et à Nîmes, non, à Nîmes, c'est un établissement d'hospitalisation complète. Ouais, c'est la RAMAV. Et puis Douai, Valenciennes, voilà, où il y a également une offre par Elsan, qui est là pour le coup du privé commercial. Donc on a à peu près tout type de services, des privés commerciaux, des privés à but non lucratif. C'est le cas de notre association qui s'appelle Itinova. Donc nous, on n'exerce pas pour gagner de l'argent, rémunérer des actionnaires. On est là pour simplement rendre un service collectif. Et puis il y a également quelques offres publiques, puisqu'il y a des services qui sont créés dans des CHU. C'est le cas de Dijon, c'est le cas de Nantes. Voilà, donc ce sont des services qu'on peut solliciter pour tout type de pathologie visuelle en réalité. Voilà. Et comme tout type d'établissement hospitalier, on est également certifié par la Haute Autorité de Santé, les mêmes contraintes. Donc on est surveillé sur un certain nombre de choses, de critères, parmi lesquels l'accompagnement de la personne, c'est-à-dire comment on fait un accompagnement. On doit un peu clarifier ça auprès de la Haute Autorité de Santé. Donc nous, ça se fait en 2 temps. On a un premier temps qui est le temps de l'évaluation pluridisciplinaire, qui peut prendre jusqu'à 3 venues par personne, pour une personne accueillie. Et puis ensuite, il y a un entretien avec un médecin ophtalmologue et qui donne des pistes pour un projet d'accompagnement, ce qu'on appelle un projet de réadaptation, de rééducation, qui lui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois même, voilà, selon une fréquence qui est définie avec chaque personne, selon sa disponibilité, ses souhaits de fréquence. Voilà. Dans le cas de Max, on avait collecté pas mal d'informations dans le dossier auprès de lui, par les observations effectuées par les professionnels pendant l'évaluation et par un questionnaire de qualité de vie. Et puis, donc un planning de séance lui est proposé et il s'engage. Évidemment, l'engagement dans un parcours est effectivement très important pour la réussite de ce parcours. On peut voir des gens se décourager aussi au cours du parcours. Sur place, faut s'imaginer un ensemble de bureaux, voilà, qui sont plus ou moins aménagés. Certains, comme l'ergothérapie, ça va être tout un ensemble, c'est une caverne d'Ali Baba. Voilà. Selon les besoins exprimés par la personne, on va être sur des choses très différentes. On va être sur tout le champ de l'activité et de la vie courante. Donc, il y a des gens qui viennent avec des envies de cuisiner, des envies de reconnaître la monnaie, des envies de pouvoir continuer à faire des chèques, à faire des paiements, des envies de pouvoir continuer à s'occuper de son linge, s'occuper de son ménage. Voilà, autant de choses qui ne sont pas extrêmement simples. Mais en tout cas, on les encourage et on les aide à maintenir ces activités-là et à maintenir leur autonomie. Pour les aides optiques, nous faisons intervenir 2 opticiens bénévoles. J'insiste là-dessus, c'est des opticiens qui sont intéressés par le champ de la basse vision et qui sont soucieux de prendre le temps de faire découvrir aux personnes les aides disponibles. De plus en plus de demandes nous arrivent aussi sur le numérique. L'accès aux outils numériques peut être un vrai frein dans la vie quotidienne pour tous les achats, les problèmes administratifs, payer ses impôts. J'imagine que voilà, tout le monde est soumis à ça, s'inscrire dans des loisirs, etc. Tout passe par le numérique. Alors on a la chance, nous, à Clermont, encore une fois, d'avoir un spécialiste des outils numériques, et en plus il est dans cette salle, c'est Cédric, je le salue, qui
qui est lui-même concerné et qui est un véritable geek, hein, on peut le dire, Cédric, qui reçoit les personnes individuellement ou en tout petit groupe et qui va travailler avec eux sur différents outils numériques, notamment pour choisir le bon smartphone, pour choisir le bon ordinateur. Voilà. Et donc, c'est aussi un travail qui est super important. Et au-delà de ces accompagnements techniques, nous proposons systématiquement à chaque personne un accompagnement social et un soutien psychologique. Alors, ces deux interventions, elles sont souvent minorées par les personnes qu'on accompagne, qu'on accueille. Au moment de l'accueil, c'est non, moi, j'ai pas, de toute façon, j'aurai droit à rien, ce qui est faux dans 75% des cas. Ou concernant le psychologue, maintenant, je vais très bien. Donc, de toute façon, il y a quand même un passage obligé au moment de l'évaluation par ces deux personnes. Et parfois, s'engage un suivi psychologique ou l'ouverture de droit par l'assistante sociale. Dans le cas de Max, là, c'était un entretien avec la psy, un accompagnement individuel et collectif. Donc, il a participé à un groupe de parole. C'est une forte demande des personnes qu'on accompagne de plutôt travailler en tout petit groupe sur une problématique de la vie et de déposer des éléments à des personnes tierces qui finalement ne sont pas forcément impliquées, mais ils créent une espèce de petite communauté de pairs petit à petit et ce n'est pas inintéressant. Et puis l'assistante sociale, souvent elle ouvre les droits à la carte mobilité inclusion, à la H, à la RQTH pour certains aussi. Donc voilà, c'est autant de choses qui sont rarement mises en œuvre avant leur arrivée. Les groupes de parole, j'en ai parlé. Dans le cas de cette pathologie, là, les questions de la mobilité et des déplacements sont essentielles. Hein, on l'a vu, au maintien de l'autonomie. On a une instructrice de locomotion qui a une place importante. Petite parenthèse sur le terme instructrice ou instructeur de locomotion, puisque ce mot devrait petit à petit laisser sa place à IADV. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez de plus en plus le terme instructeur pour l'autonomie des déficients visuels, puisque le métier, les deux métiers d'AVGiste et d'instructeur de locomotion ont été fusionnés en un seul et même métier, avec deux spécialisations différentes, une en AVJ et une en mobilité et déplacement. En tout cas, ce sont deux métiers qui sont hyper importants dans la conduite des projets personnalisés des personnes. Nous, on s'est équipé de deux outils aussi annexes au sein du centre, parce que se lancer dans des exercices de déplacement, de mobilité dans la rue, quand ça fait parfois quelques semaines, quelques mois qu'on est un peu cloîtré chez soi, à pas oser sortir, c'est un peu violent. Il suffit de faire l'expérience, quand on est voyant comme moi, de se bander les yeux dans la rue et de voir ce que ça représente. Et donc, on a créé un parcours podotactile à l'intérieur du centre, dans la cour intérieure, donc isolé des sons des véhicules. On a reproduit des différents éléments de mobilier urbain, enfin en tout cas de dalles podotactiles ou de pièges. Oui, de pièges aussi. Ouais. Voilà. Et un deuxième outil dont on s'est doté plus récemment, c'est une salle d'immersion sonore. On a fait ça avec l'aide d'un laboratoire de l'Université de Clermont, le LIMOS, un laboratoire plutôt sur les outils numériques. On a donc créé une salle dans laquelle on a disposé des enceintes tout autour de la salle. Et il y a certaines enceintes qui sont mobiles, donc on peut créer différents types d'exercices. Et on immerge la personne dans un environnement sonore. On a une tablette numérique avec laquelle on va balancer des sons et les faire voyager surtout. Les faire voyager depuis l'arrière droite jusqu'à l'avant gauche ou de la gauche vers la droite, etc., etc. Et ça permet en fait de reproduire notamment des sons urbains, des véhicules qui passent, des bus, des camions, et de permettre à la personne d'identifier d'où viennent les sons et d'anticiper
Parce que c'est ça en fait qui est vraiment problématique, c'est l'anticipation des risques quand on se déplace en extérieur, notamment en ville. Voilà, donc parmi les innovations de ces dernières années, il y a eu effectivement l'intégration de cette salle d'immersion sonore qui est jalousée par pas mal de collègues qui viennent nous voir sur Clermont. Voilà. On a fait le pari. Combien de Clermont il fallait que je place ? 18, j'en suis encore. En guise de conclusion, et pour ne pas conclure d'ailleurs, je voulais juste dire que ce qui était super important aussi dans ce type d'accompagnement, c'est toutes les notions de pair aidance. Parce qu'on voit que s'établissent entre les personnes qui fréquentent nos services une forme de solidarité. Il faut savoir que l'ensemble des associations de déficients visuels de la région ont formé un collectif qui s'appelle DV Auvergne, qui existe toujours, qui évolue même dans sa structuration associative. Moi, je vois que c'est aussi important que le travail que nous menons. Hein, il permet aux personnes de se projeter vers l'avenir et de continuer de se projeter vers les autres. Voilà. Donc, si vous êtes tous là, c'est que vous avez aussi envie de ça. Et donc, c'est effectivement un bon signe pour nous. Voilà. Grand merci pour votre attention. J'imagine qu'on a des questions. J'en reviens sur ce que tu disais quand tu mets en situation les personnes avec les bruits de la ville. Parce que là, aujourd'hui, on a les bus et puis les voitures encore avec diesel, essence, ils font du bruit. Et maintenant, vu qu'on développe les voitures électriques, on va va pas dire qu'elles font plus de bruit, mais moindre. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour ça ? Alors, on est sur des banques de sons qu'on peut faire évoluer en permanence. Et effectivement, on sait que chaque véhicule électrique a sa signature sonore. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on peut reconnaître certains modèles assez facilement. Alors effectivement, c'est un vrai défi, hein, parce que ils font moins de bruit, plus le bruit Absolument. De la ville, pour les distinguer, c'est quand même plus complexe. Oui, tout à fait. Mais on peut intégrer ces sons-là aussi. Voilà. D'autres questions ? Les séances de rééducation, ils sont sur une journée ou Alors, oui, on est sur un principe de venue où la personne va rencontrer entre 2 et 3 professionnels. C'est quand même difficile de demander plus, donc on est sur des venues qui durent entre 2 heures et 4-5 heures au grand maximum. Voilà. Parce que c'est quand même très sollicitant, on est essentiellement sur des séances individuelles. Contrairement aux enfants, où eux, souvent, ils ont une vie de groupe aussi au milieu de leurs accompagnements. Là, on est sur des accompagnements essentiellement individuels. Oui. D'autres questions ? En tout cas, pour venir à Clermont, il n'y a pas de problème. Philippe a ouvert une agence de voyage et une agence immobilière. Attends, il y a une question Merci. encore. Une question. C'était pas une question, c'était juste une précision. J'ai la chance d'avoir eu ma 2e session là avec Auvergne Basse Vision. Oui. Et effectivement, vous avez décrit très bien tout ce qui est très technique. Mais je voulais dire surtout qu'il y a un accueil humain qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc je voulais les remercier parce que effectivement, ils font du lien et ils nous aident à nous sentir moins seuls. Voilà. Merci à vous.